Avant toute chose, je précise que Georges Clemenceau détestait apparemment autant les Hongrois que les Allemands. Ce qui, à mon avis, expliquerait pas mal de choses. Mais il n'y a pas que ça. Les pays alliés qui ont profité de l'éclatement de l'Empire austro-hongrois pour déclarer leur indépendance ou pour s'agrandir vont clairement être favorisés par ce traité. Que ce soit pour faire coïncider leurs frontières avec des frontières ethniques plus ou moins claires ou pour les favoriser, le but était qu'ils puissent être des contrepoids valables face à l'Allemagne et à la Hongrie. En plus de ça, la Hongrie a eu le malheur de basculer dans un régime soviétique de mars à août 1919, date à laquelle ce régime fut écrasé par l'intervention des Alliés, faisant d'elle un État plus que suspect et à surveiller par les puissances occidentales. Finalement, ce n'est qu'en décembre 1919 que la Hongrie est invitée à envoyer une délégation en France pour prendre connaissance du texte du traité de paix. La délégation hongroise, composée de 64 personnes, finit par arriver à Paris le 7 janvier 1920. Elle fut dirigée par le comte Albert Apponyi, considéré comme un grand homme d'État hongrois, mais il n'est pas apprécié par les États qui ont profité de l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, et pas du tout par Georges Clemenceau. Passant de 232 383 km² à 93 028 km², la Hongrie perd 2/3 de son territoire initial et comme l'Autriche, elle perd son accès à la mer. La Croatie rejoint la Serbie qui incorpore également le Banat. La Slovaquie rejoint les Tchèques avec lesquels elle forme la République de Tchécoslovaquie qui incorpore également la Ruthénie. Quant à la Roumanie, elle reçoit l'entièreté de la Transylvanie. Elle doit également céder à l'ouest une mince bande de terre, le futur Burgenland, à l'Autriche étant légalement copropriétaire avec l'Autriche de la concession austro-hongroise de Tientsin. Elle doit également s'engager à la rétrocéder à la Chine. Oui, parce que non, ce n'est pas parce que l'Autriche doit y renoncer que maintenant c'est uniquement à la Hongrie. L'armée hongroise est limitée à 35 000 hommes, elle doit livrer sa flotte, comme l'Autriche. Bon, de toute manière, encore une fois, elle ne sert plus à rien, puisque comme l'Autriche, elle n'a plus d'accès à la mer. Le service militaire est interdit en Hongrie, et il est interdit de posséder des chars d'assaut blindés et une aviation militaire. Elle doit également payer des réparations aux puissances alliées. On peut dire qu'il s'agit ici du traité le moins wilsonien de tous. Il privilégie largement les anciennes minorités nationales aux dépens des Hongrois eux-mêmes, puisqu'ils sont désormais 3,3 millions à vivre en dehors des frontières de la Hongrie, soit 1/3 de la totalité de la population hongroise, et parfois simplement pour des raisons stratégiques. Ainsi, la Slovaquie incorpore des territoires largement peuplés de Hongrois pour se voir simplement garantir un accès au Danube. On pouvait s'en douter, la délégation rejette le traité. Les Hongrois, tout comme l'ont fait les Allemands et les Autrichiens et les Bulgares, font également des contre-propositions au traité. Bon, pas de détails, elles furent toutes rejetées. Les Alliés laissent alors aux Hongrois 10 jours pour signer le traité, alors que les armées tchécoslovaques et roumaines commencent à se masser aux frontières. En réponse, continuant à juger le traité inacceptable et irréalisable, l'entièreté de la délégation démissionne le 18 mai. Le 4 juin, ce sont 2 représentants envoyés par la Hongrie qui signe finalement le traité de paix de Trianon. Le même jour, le régent du royaume de Hongrie, Miklós Horthy, décide de mettre en berne tous les drapeaux hongrois. C'est une mise en berne qui va durer 18 ans. Reste maintenant un dernier traité à signer, celui avec l'Empire ottoman.